Pendant qu'on parle de politique, et si on s'occupait d'économie? Et la chose la plus importante, ce qui donne à manger aux gens, ce qui permet aux autres de construire des infrastructures. Le discours sur l'Afrique qui serait riche, on l'entend depuis tellement d'années. Mais lorsqu'on regarde la condition de vie des populations, lorsque l'on vit au quotidien la misère, la pauvreté des subsahariens, on se demande où est cette richesse dont on parle. On finit même par ne plus y croire. Et pourtant, elle est là, bien concrète. C'est la manière dont elle est exploitée qui explique ce décalage, cette condition difficile des gens. Et c'est pour attirer l'attention des Africains et du monde entier sur cette question, notamment des minerais, du sous-sol, que nous nous sommes lancés il y a 1 an et demi, sans grande prétention, dans la mission de montrer la réalité, celle qui nous est accessible. Et ce que nous découvrons chaque jour nous conforte dans l'idée qu'il est urgent que les Africains, notamment les subsahariens, prennent conscience de l'immense cadeau que la nature leur a offert et que les plus jeunes s'emploient autant qu'ils le peuvent à mettre fin au pillage dont ils sont l'objet. Leurs parents ne savaient pas, ils ignoraient l'importance de ces minerais. Cela ne signifiait pas grand-chose pour eux. Eux, plus instruits, plus ouverts sur le monde, le savent. Ils ne sauraient laisser se perpétuer cette incongruité. Nous avons vu dans les épisodes précédents, dans l'est de la RDC, à quel point le Congo était pillé. Son cobalt, son coltan, son cuivre, son or volés, avec ses populations esclavagisées par des Chinois et autres prédateurs, avec la complicité de certains de ses cadres locaux, de ses politiques, de son élite, mais également par son voisin rwandais. Nous avons ensuite été dans la zone de bauxite de la Guinée où nous avons assisté au même phénomène, avec les mêmes pilleurs à ciel ouvert. Mais avec une volonté affichée de nouvelles autorités militaires d'y mettre un terme. Dans cet épisode, la deuxième partie de notre série Les mines de Guinée, nous nous rendons dans l'une des parties les plus prometteuses, en Guinée forestière, dans le sud-est du pays. Alors maintenant commence le voyage. Je vous demande de nous suivre. Voyage périlleux où quand même on a un tout petit peu peur, on a un peu une boule dans le ventre, parce que ce ne sont pas des enfants de cœur de l'autre côté. Nous voici à Simandou, la chaîne montagneuse de Simandou qui s'étend sur 110 km de long du nord au sud. Elle se situe au sud de la région de Kankan et au nord de la région de Nzérékoré. Regardez cette immense chaîne montagneuse, regardez combien elle est majestueuse. Vous me direz en la regardant qu'il en existe tant d'autres dans plusieurs régions de notre immense et beau continent africain. Justement, c'est comme ça que les Guinéens la regardaient jusqu'à une certaine époque. Un beau paysage. Mais ce n'est pas juste ce paysage que je vous demande d'observer, vous vous en doutez. C'est ce dont regorge cet endroit. Nous sommes au Mont Simandou et figurez-vous que nous sommes dans le meilleur gisement de minerais du monde. La plus grande réserve inexploitée de minerais de fer de haute qualité du monde, avec plus d'1,8 milliard de tonnes de réserves, d'une teneur en fer supérieure à 65,5%. Autant dire qu'une partie de l'avenir du monde se joue ici lorsque l'on connaît l'importance du fer dans notre planète en développement. Puisqu'il sert dans la fabrication de l'acier, parfait pour construire les machines à laver, les voitures, les ponts, les gratte-ciel et bien plus encore. C'est certainement le ou l'un des minerais le plus utilisé au quotidien dans le monde. Toute la planète en a besoin. Et nous sommes dans le pays qui a l'un des plus grands gisements au monde. Il faut que ça profite aux Guinéens. Il faut que ceux qui sont ici ne regardent plus ça simplement comme une pierre. Le plus grand gisement au monde. Et c'est dans cette Guinée présentée comme si pauvre, si misérable, que se trouve l'essentiel de cette richesse. Ce seul pic de fond où nous nous trouvons, qui culmine à 1658 mètres, dans la partie méridionale de la chaîne, regorge de 3 milliards de tonnes de réserves. Nous vous convions aujourd'hui dans la grande mine de Simandou. Lorsque l'on parle de la richesse de l'Afrique, la plupart des gens se demandent à quoi ça ressemble. C'est toujours très virtuel. Lorsque l'on parle de la richesse des sous-sols africains, on se dit c'est quoi cette histoire? Eh bien, il suffit de voyager sur le continent pour le voir. Il suffit d'arriver dans certains endroits pour comprendre à quel point nous avons été dotés de richesses que nous n'exploitons pas. Et regardez, il suffit d'aller
sur le bord de cette route pour voir du fer, du minerai de fer en haute teneur. Il n'a pas encore été travaillé. Il est partout, partout. Quand vous vous déplacez, ce caillou sur la place, c'est du fer. Partout, il y a du fer. Mais les Guinéens ne peuvent malheureusement pas en profiter depuis 65 ans parce que des petits malins qui ont décelé l'immense filon, les spoliés, les ont confisqués. Comment? Jusqu'à une certaine date, et c'est ce que signent les politiques, ils avaient donné ça à quelqu'un pour 35 ans. Après, on allait leur donner ces infrastructures qui sont très belles. Sur cette énorme montagne qui est bourrée de minerais de fer. Quelqu'un allait les exploiter pendant 35 ans et allait dire, je vous donne des infrastructures. Sauf qu'au bout de 35 ans, il ne reste plus grand-chose. Personne de nous ne saura, ne sait à ce moment précis ce qui restera de là. C'est en cela que c'est intéressant, urgent et vital de se pencher sur les contrats et de garder la pression sur les dirigeants pour qu'ils les révisitent. L'histoire de la mine de Simandou illustre jusqu'à la caricature l'incurie de certains de nos dirigeants et la spoliation, le pillage dont l'Afrique est encore victime. Et elle mérite d'être connue des plus jeunes pour corriger le tir. Tout commence sous le premier président Ahmed Sékou Touré. Le grand nationaliste, jaloux des intérêts de son pays, va être informé de l'existence de ce minerai de fer. Mais on ne lui dit pas son importance. À cette période, nous sommes dans les années 1970, le tribun ne dispose pas des ressources humaines pour engager de façon scientifique la recherche pour connaître l'importance du gisement. Il crée néanmoins l'AMIFER Guinimba, dont la mission était d'assurer les études d'évaluation quantitative et qualitative des ressources du Simandou et du Nimba, de préparer les modalités de construction et d'exploitation de ces ressources. La société japonaise Nipponko est chargée de mener les études. Malheureusement, l'incapacité à mobiliser les milliards de dollars requis pour financer les investissements indispensables à l'exploitation des gisements, doublée de la corruption de certains dirigeants, va plomber le projet. Pire, la société japonaise va vendre l'étude à la compagnie brésilienne Vale, qui deviendra le numéro 1 mondial dans le fer. Avec l'arrivée aux affaires de Lansana Conté, après la mort de Sékou Touré, les choses vont aller s'empirant. En 1997, sur les conseils de son ministre Fasciné Fofana, le président Lansana Conté décide d'octroyer à Rio Tinto un permis d'exploration sur la totalité de la chaîne du mont Simandou qui est composée de 4 blocs. On lui octroie la totalité, figurez-vous, pour 35 ans à partir de l'exploitation. Il n'a rien à payer pour cette attribution. Dans ce contrat, il fallait attendre 35 ans pour que les infrastructures ferroviaires et portuaires reviennent à la République de Guinée. Et déjà par expérience, 35 ans, les rails deviennent une pourriture pour des projets qui doivent être exécutés à valeur de 9 milliards en matière de dollars d'aujourd'hui. Et 35 ans après, avec l'inflation, vous estimez ça à des dizaines de multiples milliards de dollars. La Guinée ne sera techniquement pas capable de reprendre et de refaire ces infrastructures ferroviaires. Rio Tinto, qui a là le jackpot, s'engage en revanche à développer la mine et d'exporter du fer guinéen dans les 5 ans qui vont suivre. Si elle ne respecte pas son engagement dans les délais, elle doit rétrocéder les mines. Pourtant, Rio Tinto ne va même pas passer un coup de pelleteuse. Rien n'est fait. En réalité, il a signé pour que cela lui permette de lever des fonds sur le marché international. Lorsqu'au bout de 5 ans, date de la première rétrocession, imposée par le code minier guinéen, on lui demande de quitter les lieux, il arrose quelques dignitaires et conserve les blocs. À partir de là, on entre dans un énorme flou. Plus rien n'est fait dans la légalité. Rio Tinto joue de ses relations pour faire traîner le projet. Il a de bonnes relations avec le président Lansana Conté. Tout se fait en violation totale de toutes les règles et procédures pour l'obtention d'une concession, comme la présentation d'une étude de faisabilité, l'acceptation de l'étude par le ministère, la négociation avec un comité interministériel, le vote en conseil des ministres, la signature même d'un décret présidentiel et l'approbation du dit décret par l'Assemblée nationale. En gros, on est dans l'illégalité totale. Mais sous Lansana Conté, Rio Tinto, dans cette période-là, n'a rien à craindre. Et puisque Rio Tinto sait que personne ne va le contrarier, il se presse très lentement pour faire de la recherche. De toute façon, le décompte des 35 ans ne démarrera que lorsqu'il aura commencé à vendre du fer sur le marché international. En attendant, l'énorme réserve sert surtout à ce mastodonte à se valoriser en bourse. De 2002 à 2007, il prétexte de la nécessité de faire plus de recherches géologiques pour découvrir assez de minerais, pour justifier économiquement le développement de la mine, mais surtout de l'infrastructure ferroviaire et portuaire. Il prétend qu'elle n'a découvert que 2,5 milliards de tonnes d'une teneur assez médiocre,
et que ceci ne peut supporter le coût d'un développement. Il gagne du temps. Mais il n'a pas vu venir un phénomène qui va mettre à nu son gros mensonge. La crise économique mondiale qui secoue la planète en 2007 va contraindre Rio Tinto, sérieusement bousculé, à licencier des dizaines de milliers d'employés à travers le monde. Le géant minier vacille. C'est le moment pour sa rivale BHP Billiton de saisir l'occasion pour la racheter. Elle fait une offre de 45 milliards de dollars pour son rachat complet. Une OPA que ne peut accepter Rio Tinto, naturellement. Mais s'il ne veut pas que cela se fasse, il est contraint, comme le veut la règle, de publier ses vrais résultats sur Simandou auprès de ses régulateurs boursiers en Angleterre et aux États-Unis. Et là, grosse surprise. Rio Tinto déclare, tenez-vous bien, entre 8 et 11 milliards de tonnes de réserves à des teneurs très élevées. Un calcul sommaire place immédiatement la valeur de Simandou seule dans les actifs de Rio entre 48 et 66 milliards de dollars. Ceci permet à Rio Tinto d'échapper aux griffes de BHP. Mais s'il a réussi à ne pas être avalé, dans le même temps, les Guinéens ont découvert le vaste mensonge du géant minier qui leur avait fait croire que la réserve de Simandou n'était que de 2,5 milliards de tonnes, avec une très faible teneur. Il avait simplement divisé la valeur de Simandou presque par 5. Oui. Lansana Conté, qui a compris qu'on lui a menti, que Rio Tinto s'est moqué des Guinéens, décide de récupérer les mines de Simandou. Rio Tinto résiste, menace, pèse de tout son poids pour empêcher cette rétrocession, alors qu'il sait pertinemment qu'il n'a jamais rien fait sur le site et qu'il est entièrement en tort. La mine n'a servi qu'à faire de la spéculation sur le marché financier international. Après une âpre bataille judiciaire des lobbies, le gouvernement de Guinée se contente de diviser Simandou en 2 blocs. Lui laisse les blocs 3 et 4 et récupère les blocs 1 et 2. Rio Tinto dit ne pas reconnaître cette partition. Pourtant, les autorités auraient pu tout reprendre. Rio Tinto, toujours aussi arrogant, menace toute entreprise qui serait tentée de récupérer ces 2 blocs de poursuite. Il fait savoir que toute compagnie qui s'intéresserait à ces blocs serait poursuivie sous la doctrine légale anglo-saxon de Tortious Interference. Donc Simandou demeure gelé car personne de sérieux n'ose s'en approcher. Rio Tinto, ce n'est pas n'importe qui dans le monde des mines. Le bien des Guinéens est encore une fois bloqué par une firme internationale. Mais arrive un autre acteur qui n'a même pas peur de Rio Tinto. BSGR, fondé par Benny Steinmetz, un milliardaire israélien qui a fait fortune dans le diamant et qui semble déterminé à s'assurer les droits d'exploitation de Simandou. Il est dans le pays depuis quelques années et malgré les revers qu'il a subis, il a été plus efficace pour délivrer notamment dans le domaine du bauxite mais également du fer. Il a été plus respectueux des engagements avec l'État guinéen à qui il a fait gagner quelques centaines de millions de dollars. C'est donc très naturellement qu'on lui prête une oreille attentive. Et encore une fois, il va jouer sur la cupidité, la corruption qui caractérise le milieu politique local. Il joue sur les faiblesses de nos dirigeants. Comme il a ses entrées au palais, au moment où il sent le vieux président Lansana Conté complètement fatigué, malade, il s'organise. Après une tentative manquée auprès de la première épouse, Henriette Conté, BSGR arrose sa 4e femme, Mamadié Touré, de 8 millions de dollars et l'amène à obtenir auprès de son mari, malade, les blocs 1 et 2 de Simandou qui venaient d'être récupérés par l'État guinéen. L'affaire va faire grand bruit. Les tribunaux internationaux vont s'en saisir avec, bien sûr, la pression du géant minier Rio Tinto qui n'accepte pas de perdre ces 2 blocs. Mais BSGR tient bon. Et sous la pression, pour ne pas connaître les mêmes déboires que Rio Tinto, pour éviter qu'on ne lui retire ces 2 blocs, il va se mettre avec un géant du secteur qui s'est illustré notamment en Amazonie, le groupe brésilien Vale. Il fait de suite une extraordinaire culbute. Les 2 blocs achetés dans l'immédiat, à moins de 100 millions de dollars, BSGR va revendre 51% de ses parts au Brésilien Vale pour 2,5 milliards de dollars, réalisant une gigantesque plus-value de plus de 2 milliards 400 millions de dollars, sans que le gouvernement guinéen en tire le moindre bénéfice. Oui, vous avez bien entendu. Il achète à moins de 100 millions, fait quelques investissements et revend 51% du bien à 2,5 milliards de dollars. Le mariage BSGR-Vale est établi et il faut aller vite pour que personne ne puisse plus remettre en cause le deal. Il faut produire du fer rapidement. En 2010, le nouveau groupe Vale BSGR est contraint de renégocier avec le gouvernement de Guinée qui lui impose la reconstruction à leurs frais du chemin de fer Conakry-Cancan avant mars 2012, avec l'engagement de prolonger le rail jusqu'à Kerouané. Le gouvernement lui accorde en retour des concessions fiscales minimales. Le groupe se met enfin au travail. Pas Rio Tinto qui est toujours en posture belliqueuse. Pas un coup de pelle de son côté.
Et c'est dans ces conditions que le président Alpha Condé accède au pouvoir en janvier 2011. On se dit que les choses sérieuses vont enfin commencer avec cet intellectuel, professeur d'université, qui a longtemps dénoncé la gabegie, la corruption et l'incurie dans la gestion des mines en Guinée. Et tout commence bien par l'inauguration par le nouveau président Alpha Condé, en présence du président brésilien Lula, de l'inauguration de Conakry Cancan. Vale BSGR démarre les travaux. Il faut faire vite puisqu'elle a promis de produire avant 2012. Pourtant, peu de temps après, Alpha Condé arrête les travaux, donne bizarrement les premiers 40 km de rails sur lesquels le travail avait commencé à Vincent Bolloré, avec la concession du port. D'un coup, il entre en guerre contre Vale BSGR. Il l'accuse d'avoir obtenu les 2 concessions par la corruption, ce qui est vrai du reste. Et curieusement, il se retourne vers l'Australien Rio Tinto, qui trouve grâce à ses yeux. Il signe un accord avec Rio Tinto où il efface toutes ces violations de la loi. On lui pardonne tous ses écarts. En contrepartie, il paye 700 millions de dollars pour récupérer les blocs 3 et 4. 700 millions de dollars qui, accrochez-vous, n'arriveront jamais dans les caisses de l'État. 700 millions de dollars qui se sont volatilisés. On n'a jamais réussi à les retracer de façon claire au trésor public. Là, on parle de l'équivalent d'une centaine d'hôpitaux de référence, l'équivalent de 1400 km de routes bitumées dans un pays qui en manque cruellement. Ouf! Disparu comme par enchantement. Le milliardaire Benny Steinmetz ne peut accepter d'être ainsi écarté, spolié, alors qu'à la différence de Rio Tinto, lui, il produisait quand même déjà du fer. Il attaque cette décision en justice à l'international. C'est la guerre. Rio Tinto, lui aussi, va mettre le paquet. Il veut récupérer les blocs 1 et 2 qu'on lui a enlevés. C'est pourquoi il décide de poursuivre Vale BSGR en justice. C'est le Simandou Gate, un procès fleuve que Rio Tinto va finir par perdre. Benny Steinmetz est néanmoins condamné à de la prison en Suisse pour la corruption. Le Brésilien Vale se retire du projet. Alpha Condé, approché par le président Nicolas Sarkozy, finit par négocier un accord avec BSGR, ce qui permet de libérer les blocs 1 et 2 et de les céder au groupe SMB de Fadi Wawsni, devenu alors Monsieur Mine pour Alpha et son fils. C'est ainsi que SMB arrive avec Winning, ses associés singapouriens, financés par la Chine, dans la mine de Simandou. La Chine a les moyens financiers de la technologie. La Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières. Vous savez comment les rues de la Guinée sont dégradées aujourd'hui. Et lorsqu'on résume la situation, on est forcé de noter que tout ceci, tout ce cafouillage, ces magouilles diverses, tant des leaders locaux que des firmes internationales ont retardé le développement du secteur fer en Guinée d'une bonne dizaine d'années et privé le pays de plusieurs milliards de dollars de revenus. Sans parler du rail Conakry-Cancan-Kerouané et de l'impact qu'il aurait eu sur l'économie guinéenne et le confort des Guinéens et des Maliens pouvant venir prendre leurs marchandises au port sec de Cancan. Les 35 ans ne courent toujours pas malgré le fait que ce soit un contrat, un deal inepte, inacceptable. Désormais sur le terrain, on a 2 mastodontes qui se partagent le gâteau. 2 blocs contrôlés par le consortium formé par le groupe Winning Simandou et Baou, 2 autres aux mains de l'Australien Rio Tinto, allié au Chinois Chinalco, qui a rejoint le Brésilien en achetant ses parts à plus de 2 milliards. C'est le tableau dont héritent les militaires qui renversent le président Alpha Condé le 5 septembre 2021. La Guinée est habitée par une masse de gens qui ne savent pas la richesse de leur pays. Vu l'importance du secteur minier qui représente 99% des exportations guinéennes, il n'est inscrit que pour 20% du PIB. Ça fait près de 103 ans qu'on est en train d'extraire nos produits bruts et la Guinée est le seul pays au monde qui a régressé. Dans ce contrat, il fallait attendre 35 ans pour que les infrastructures ferroviaires et portuaires reviennent à la République de Guinée. Et déjà par expérience, 35 ans, les rails deviennent une pourriture. Alors, pour des projets qui doivent être exécutés à valeur de 9 milliards en matière de dollars d'aujourd'hui, et 35 ans après, avec l'inflation, vous estimez ça à des dizaines de multiples milliards de dollars. La Guinée ne sera techniquement pas capable de reprendre et de refaire ces infrastructures ferroviaires. C'est dans ces conditions que le colonel Mamadi Doumbouya, nouveau président de la transition, qui avait regardé notre reportage consacré aux mines dans l'est de la RDC, m'a affirmé qu'il y avait autant de magouilles dans celle de Guinée et qu'il était décidé à y mettre un terme à toute cette gabégie afin qu'enfin les Guinéens profitent de cette extraordinaire manne.
force est de constater que des attentes ne sont pas comblées du côté de nos populations. Et le gouvernement en est conscient. Cela ne peut pas continuer. Vous et nous ne pouvons plus continuer à ce jeu de dupes qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. Il faut la corriger et c'est maintenant. Je vous invite à cette démarche qui devient un impératif catégorique et non négociable. Et nous nous sommes rendus dans les différents sites de l'intérieur du pays. Après le bauxite, nous avions mis notre reportage consacré au minerai de fer en veilleuse, puisque d'intenses tractations étaient en cours et que nous souhaitions voir si les promesses de changement annoncées allaient être tenues. C'était manifestement les joyaux de la couronne et les contrats étaient tellement léonins en même temps. Nous avions deux grands mastodontes du secteur minier qui avaient deux BOT pour faire la même infrastructure. Nous avions deux mastodontes qui avaient une convention, chacune des conventions avec des blocs bien précis qui leur étaient affectés et qui étaient là, qui procuraient des plus-values, qui permettaient à ces sociétés d'avoir des plus-values sur le marché des capitaux, mais qui n'étaient pas exploitées. Lorsque l'on lit les conventions, on se dit qu'ils ont quand même parfois pris les autorités guinéennes pour des idiots. On voit plusieurs chemins de fer qui ne vont servir qu'au transport des minerais. Comment est-ce possible d'avoir deux réseaux de chemins de fer différents dans le même pays et la même région et dédiés seulement au transport des minerais? Mais n'est-ce pas l'obligation des politiques, des dirigeants, de se décider à un moment donné de dire « Ok, nous n'avons pas la technologie, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots, de renégocier pour que ceci soit exploité ici et que cela bénéficie aux populations. » Autant d'incongruités qui ont amené le président Mamadi Doumbouya à imposer une renégociation, à pousser tout le monde à se retrouver autour d'une table pour mettre de l'ordre dans ce grand bazar qui prive les Guinéens de leur richesse. En réalité, même si ça ne va pas toujours plaire aux politiques, qui pour certains y verraient une promotion pour les autorités en place, les politiques naturellement sont pressés de voir partir ces militaires, de mettre un terme à cette transition pour reprendre leurs activités. On doit reconnaître que les résultats obtenus sont remarquables et devraient amener à réfléchir à la fois sur l'intellectualisme africain, mais également sur les modèles de gouvernance dans nos nations subsahariennes. Je ne suis pas certain qu'un gouvernement de civils aurait obtenu les avancées connues, au moins dans le domaine de cette mine du Simandou, où chaque politique est souvent plus préoccupée par son agenda que par l'intérêt collectif, où les politiques s'écrasent à chaque fois devant les grandes firmes soutenues par les puissances occidentales. Le président Mamadi Doumbouya a convoqué de façon très polie, mais très militaire, les patrons des mines, quelle que soit leur taille et leur origine. Eux qui étaient jusque-là les maîtres du pays, eux qui faisaient la loi, eux qui tenaient en otage le gouvernement et toute la population, et leur a donné un ultimatum sans ambiguïté. Plusieurs mois après, dans le domaine du fer, il a obtenu ce que personne n'espérait, puisqu'à date, il est parvenu à mutualiser le projet Simandou. Le président de la République a convoqué les CEO des sociétés et leur a donné des ultimatums. Lorsque le chef de l'État a mis son gouvernement en place, il a vu que Simandou était le projet qui devrait permettre à la Guinée de devenir un pays émergent très rapidement. On commençait les négociations à 6h, 7h du matin, on n'en finissait pas à 2h du matin. Et le lendemain, rebelote. En 3-4 jours, nous avons signé un accord cadre qui a permis de remettre les deux sociétés dans un véhicule qui leur permettra d'exploiter ces mines, de les transporter et de transporter d'autres minerais, d'autres produits végétaux, d'autres produits agricoles, d'autres produits animaux et des personnes, des voyageurs qui traversent toute la Guinée. C'est un corridor. Ça, je peux vous dire, rien que ça, c'est une avancée extrême qu'on n'a pas pu faire depuis plus de 50 ans. Nous avons dit aussi que les infrastructures ferroviaires seront multi-usages et multi-services. Qu'est-ce à dire? Initialement, c'était prévu que ces rails-là étaient pour les minéraux. Alors, mais pour nous, on dit un transguinéen de 670 km. Si vous ne transportez pas les personnes et leurs biens, les produits agricoles, qu'est-ce que ça va rapporter à la Guinée? Rien.
Ça rapporterait beaucoup plus aux miniers, mais zéro à la République de Guinée. C'est pourquoi le chef de l'État nous a demandé qu'on négocie cet aspect-là. Les rails sont maintenant multiservices, donc rails, personnes, leurs biens, produits agricoles et minéraux. Multi-usage, n'importe quel opérateur minier qui détiendra un permis minier dans ce corridor sud de la République de Guinée aura le même accès que les deux partenaires. Au cours d'une réunion, Simandou Winnings, par exemple, dit « Nous allons faire notre chemin de fer ». Rio Tinto dit « Nous pouvons aussi faire notre chemin de fer ». Le président de la République dit qu'il n'est pas question. Parce que vous savez très bien, dans ce genre d'exploitation, le compte d'exploitation et le compte de perte de profit ne veut rien dire. C'est le prix de revient prévisionnel. En mutualisant le projet, le gouvernement a divisé les coûts par deux. Et ce qui est remarquable dans cette renégociation, c'est que ce n'est plus l'État qui paye les cabinets d'avocats et d'études comme c'était le cas jusque-là, mais le projet en lui-même. Et désormais, c'est une co-entreprise avec l'État de Guinée qui est passé de 0% à 15%, sans rien débourser. Pas besoin d'attendre 35 ans pour bénéficier de la manne que la nature lui a donnée. Pas besoin d'attendre 35 ans pour jouir des infrastructures, puisque le chemin de fer servira à tous. C'est le transguinéen. On a négocié avec nos partenaires que ces infrastructures ferroviaires et portuaires devraient revenir à la République de Guinée au day one, dès l'exécution des infrastructures, la gestion de ces infrastructures reviennent à la République de Guinée, quitte à elle, soit à travers une agence nationale, soit à une tierce entreprise, de gérer et de repayer les investissements qui ont été faits par les deux partenaires. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons dit que les 15% de l'État doit avoir 15% dans le capital social de l'entreprise. Et ce n'est pas du liable et c'est gratuit. Et ça, c'est extrêmement important. Et la question qui a toujours complexé les dirigeants guinéens qui travaillaient sur la question, celle du financement, semble désormais levée. Celui qui arrive, qui vous dit non, on va dépenser beaucoup d'argent, il dépense parce qu'il sait qu'il va gagner. Peut-être qu'il faut que nous aussi, nous gagnions pendant qu'il gagne. C'est du win-win et c'est de cela qu'il est question. On ne dit pas qu'il faut chasser qui que ce soit, non. Puisque nous n'avons pas encore la technologie. On dit formez-nous, transmettez-nous la technologie, mais en même temps respectez-nous et n'attendez pas qu'on soit mort pour en profiter. Pour rendre concret ce projet Simandou avec ses infrastructures portuaires, il fallait trouver 15 milliards de dollars. Une somme qui faisait peur à tout le monde, que l'on présentait comme insurmontable. Qui va être suffisamment fou pour prêter à un pays aussi instable, aussi mal géré? Personne. Les grandes firmes, les mastodontes des mines utilisaient ces arguments comme prétexte, comme arme pour faire plier l'État guinéen, comme elles le font d'ailleurs un peu partout sur le continent. Avec le courage et la diversification des partenariats, après une mission en Chine en janvier 2023, les autorités guinéennes de transition ont reçu des assurances de la part des investisseurs. Ce sont finalement les banques et les compagnies d'assurance chinoises qui ont pris le lead dans le financement de ce projet Simandou qui pourrait contribuer à changer le visage de la Guinée, ce riche pays des pauvres. Les travaux du train minéralier long de 670 km et du port d'évacuation de Moribaya devraient logiquement démarrer dans quelques jours et se terminer, selon le calendrier, en décembre 2024. Le groupe minier australien Rio Tinto, le consortium Winnie Simandou et le géant de l'acier chinois Baowu Steel vont redémarrer les travaux d'aménagement du train minéralier et des infrastructures portuaires dès mars 2023. Du moins, on l'espère, à condition que le groupe australien Rio Tinto, qui pour l'instant a joué à faire traîner les choses depuis plusieurs décennies et qui continue de traîner les pieds, joue enfin le jeu et rejoint les autres au travail parce que, pour l'instant, la partie qui n'a pas encore connu de frémissement est la sienne. Les blocs 3 et 4. La maison mère en Australie est consciente que Simfer, qui n'est que sa filiale en Guinée, n'est pas suffisamment solide et crédible financièrement pour signer seule cette convention, pour s'engager dans un tel projet. C'est avec la maison mère de Rio Tinto que doit se conclure cet important deal. Rio Tinto doit définitivement jouer le jeu pour faire oublier ces errements qui ont fait traîner le projet pendant tant de décennies. Mais devant la détermination des autorités de la transition et l'intérêt d'une opinion publique désormais bien informée sur la question, elle joue sa crédibilité et son maintien en Guinée et même au-delà. Tout ce que le ministère des Mines est en train de faire, c'est parce qu'on a un président aujourd'hui qui s'inscrit dans cette dynamique. Il faut donner tout ce crédit-là au chef de l'État. C'est sa détermination personnelle. En tant que ministre des Mines, j'ai été émerveillé qu'un jour que le chef d'État m'appelle dans son bureau pour me dire « Monsieur le ministre, je ne sais pas, je ne peux pas dormir. » J'ai dit « Excellence, il y a quoi ?» Il me dit qu'on ne sait pas combien de minerais sortent du territoire national. Et ça, ce jour-là, j'ai dit à toute mon équipe,
que si lui ne peut pas dormir à cause de ça, il faut qu'on essaie de devenir au moins comme lui. Sa fibre optique là, sa fibre patriotique là, il faut qu'on essaie de remuer les nôtres. Ce succès sera confirmé lorsque toutes les parties se mettront au travail. Mais une chose est certaine, la donne a changé et les rapports de force ne sont plus et ne seront jamais plus les mêmes. Les regards des populations, notamment des jeunes Africains, sont braqués sur ces richesses. On croise les doigts pour que les travers du passé ne reviennent pas par la fenêtre et bloquent à nouveau ce projet Simandou qui pourrait transformer la Guinée. La corruption qui a mis le pays dans cette situation doit s'arrêter. Faites gaffe, on vous regarde. Et je sais, pour avoir assisté à de nombreuses scènes, combien la pression de certains grands groupes, même les plus inattendus, est forte pour sortir des rails. J'ai rencontré pendant ce reportage quelques personnes, et pas des moindres, qui faisaient des propositions indécentes. Pour l'instant, les jeunes ne résistent pas trop mal. Ce succès apparent ne doit pas non plus faire oublier d'autres chantiers, d'autres secteurs miniers qui sont dans un état lamentable. Notamment le secteur de l'or, où bien qu'une entreprise africaine soit en train de prouver qu'il peut faire l'objet d'une modernisation, d'une meilleure exploitation, les artisans vivent un véritable esclavage. De l'homme noir qui m'a trouvé l'homme 200 000 francs, de l'homme bois 300 francs. La Guinée, sur le plan or, toute prévision en matière de réserves ou en matière de ressources serait erronée. Parce que tous les jours qu'il fait maintenant, pendant ces 2 derniers mois, les populations elles-mêmes font la découverte. On vient de découvrir l'or à Kissidou, on vient de découvrir l'or à Koundara. Pour Gawal, c'est connu de tout le monde. Mais nous, géologiquement, ce que nous avons connu, c'est que l'or qui est en train d'être exploité en Mauritanie, c'est le même prolongement qui a continué au Sénégal, dans le gisement de Sabodala, et ceci qui a prolongé en préfecture de Mali, à moins de Guinée ici. Cependant, la continuation va jusqu'à la frontière de la Guinée-Bissau. Mais de là à découvrir de l'or en grande quantité dans d'autres régions, à part la Haute-Guinée, qui est traditionnellement la zone de l'or, ça a été une surprise même pour les géologues les plus avisés. Pourtant, de l'or, il y en a en quantité en Guinée. Je m'appelle Driss Mounji, je suis le directeur général de la Société des mines de Mandiana. On est en Haute-Guinée, on est dans la préfecture de Mandiana, dans la région de Kanka. Et la mine se trouve à côté du village de Louela. En fait, c'est le premier projet d'envergure installé dans toute la région de Mandiana, avec tout son potentiel au nord. Donc on est le premier projet aurifère installé dans la région de Mandiana. On est la première année, donc c'est une production qui peut faire environ 140-150 000 onces. Donc c'est entre les 4-5 tonnes d'or par an. On est à 260 millions de dollars. Et on a des investissements supplémentaires pour l'exploration sur les 3 ans à venir. Et notre objectif, c'est de devenir le premier producteur d'or, Inch'Allah, dans les 3 à 4 ans à venir. Nous parlerons du secteur de l'or dans la 3e et dernière partie de cette série de reportages dans les mines de Guinée. Mais en attendant, les jeunes, gardez l'œil ouvert sur ce que va donner le projet Simandou. Il pourrait être le laboratoire qui impulse le changement dans l'exploitation des richesses du sous-sol africain. Aux autorités de la transition de garder le cap pour prouver que c'est possible. Ils seront jugés à cela aussi. À vous aussi, dans vos pays, de vous interroger, de savoir qu'est-ce que nous avons sous nos pieds et comment on deal pour que ça marche, pour que ça profite à tout le monde. C'est ça la réelle question, comment on deal? Mais il ne faut pas oublier, le sous-sol c'est bien, mais le sol aussi, il nourrit et directement. Il faut accorder une place importante à l'agriculture. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir puisque, comme vous l'avez certainement remarqué le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts des cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes. Celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance, mais sans condescendance.